quand j'étais enfant dans une cité, il y avait tous les immeubles avec un nom et un prénom. Et sur les immeubles, bon, bah, c'était marqué le nom de tous les poètes. Alors l'immeuble où j'étais pendant l'enfance, bon, c'était marqué immeuble Charles Baudelaire. Derrière, il y avait un autre immeuble, c'était immeuble un autre poète. Tous les noms des immeubles avaient ces noms. Et que je me disais, j'avais regardé l'immeuble, c'est là comme ça que je m'étais intéressé. Que je regarde, tiens, immeuble un tel, ou tel nom du poète, il n'y avait que ça. Et donc ça m'était trottiné un petit peu, voilà, mais je m'étais intéressé, comment ça se fait que cet immeuble s'appelle comme ceci ou ça. Et bon, il y a certains professeurs, ils disaient oui, c'est des poètes ou... Et oui, mais je lui réponds, bah, il y a beaucoup de matière de poésie quoi, à l'école. Un échouage. Petit balai sous masque d'oiseau, un palmier orne cette parenthèse enchantée. Un univers de décoration poursuit sa rêverie. Ombre, succession de hasard. You will have to stop filming. J'ai trouvé un petit Jules Vallès très intéressant. C'est Jules Vallès qui l'offre à qui? À toi-même? Non, je l'offre à quelqu'un. Film the hands. À la vente, Sacha Guitry, elle est très beau livre. Ah oui. Donc il y a toutes les. Il y a la suite. Les offres. En mai, si je me souviens bien, lors d'une brocante parisienne, j'en étais à ma 3e, 4e brocante, j'étais fatigué, j'avais envie d'arrêter. Et là, il y avait des cartons avec des vieux livres, souvent dans un mauvais état. Mais bon, le chineur ne renonce jamais, donc j'ai commencé à fouiller. J'ai sélectionné quelques livres qui étaient en pas trop mauvais état. Et des titres, des auteurs, vraiment dont j'avais jamais entendu parler. Et je les ai achetés. Et là, la dame me dit, vous savez, on a beaucoup d'autres. On va ouvrir une boutique rue d'Aboukir, passer dans un mois. Et c'est ce que j'ai fait. Et là, j'ai racheté encore une vingtaine, trentaine de titres. Et puis, après avoir acheté les livres, elle me dit, est-ce que vous voulez savoir d'où viennent ces livres? J'ai dit, oui, bien sûr. J'aime les belles histoires. Et là, elle m'a dit, ben, ces livres appartenaient à Nicolas Servan. Et en effet, j'avais bien observé ce nom, parce que Nicolas avait la fâcheuse habitude d'écrire son nom au stylo plume, au stylo bille, sur la seconde page des livres. C'est un peu l'ex-libris du pauvre. Mon téléphone a sonné, j'ai répondu. La dame de la Croix-Rouge m'a précisé qu'elle avait dans sa boutique un monsieur qui était passé pour soi-disant acheter des vêtements et finalement il s'est consacré sur les livres. Et il a demandé comment les livres étaient arrivés dans son local en précisant qu'il voulait connaître le monsieur qui avait déposé tous les livres. Elle a répondu, c'est un monsieur qui s'est débarrassé de son box, qui
avait tous les livres à l'intérieur, comme je payais trop cher. Elle connaissait le monsieur qui lui a prêté une voiture pour faire le déménagement et que moi je faisais don de tout mon matériel auquel j'avais beaucoup de livres et qu'elle a entreposé dans son boutique pour vendre. Et moi je lui ai fait don parce que j'avais décidé que je payais trop cher pour ce que ça mettait les livres à l'intérieur et que je n'avais pas beaucoup de disponibilité de m'en servir. Et donc je suis venu au rendez-vous auquel elle m'a joint par téléphone et qu'elle m'a fait rencontrer monsieur Jean-François. Nicolas, donc, est un monsieur, m'explique-t-elle, qui était SDF et qui vivait donc dehors tout en payant un local pour entreposer ses livres. Et moi qui pensais aimer les livres, j'étais stupéfait. Moi qui pensais aimer les livres, moi qui les couvre, qui les dorlote, qui les caresse, je pensais aimer les livres. Mais un homme qui vit dehors et qui paye un local pour ses livres, là, chapeau. Donc j'ai voulu rencontrer ce monsieur et en effet, ce fut une belle rencontre. Directement, je lui expliquais que je ne lisais que de la poésie et c'était le cas pour lui aussi. Pendant 10 ans, il n'a lu que de la poésie. Entre les Tuileries et la Galerie Vivienne. Je suis dans un jardin au repos, je feuillette les pages de lecture et pour moi c'est bon, c'est comme un délassement quoi. Je me repose, ça me fait plutôt que de lire un roman avec les histoires qui ne m'intéressent pas quoi. Et bon, c'est un poème, bon, ça se lit sans difficulté, et bon, c'est simple et court, et ça fait un peu vivre les vers en relief, quoi, ouais, c'est cool, c'est marrant, quoi. Estampe au mur, oublié par le temps, éternel printemps des dos. Seul je vais à la lisière du pré solitaire, ciel d'automne. Eh oui. J'avais pas trop la mentalité, ou même en ce moment, de prendre des livres de poésie ou de lire sur au bord du périphérique ou sur une route où il y a du bruit, ou même sur m'aventurer dans une cité où que bon éviter les risques quand même dessus. Il a été touché de savoir que ces livres, pour la plupart, n'étaient pas pour moi, mais pour un ami, bibliophile également, qui se fait une sorte de, ce que j'appellerais, une sorte de petit musée de la rimaille, où il collectionne à la fois les bons et les mauvais poètes de la fin du XIXe siècle. Il n'y en a qu'un seul que j'ai gardé de Nicolas, parce que celui-là, je n'en ai trouvé trace nulle part. Même sur Internet, il n'existe pas. Ce monsieur n'existe pas. Et un livre qui s'appelle Les Sépulcrales, déjà le titre est remarquable, Paul Desbruyères, et avec un petit frontispice symboliste comme j'aime. Voilà, le genre de rareté
qu'avait Nicolas. Cet homme était dans la rue et il lisait des poètes latins, des poètes symbolistes. Et j'ai trouvé ça remarquable. D'autant plus que Nicolas écrivait lui-même, peignait, sculptait avec ce qu'il trouvait dans les poubelles et prenait des photographies. Et à mon avis, s'il n'avait pas perdu, ou plus précisément on lui a volé tout ce qu'il avait fait, je pense que j'aurais pu découvrir un artiste brut intéressant. Et la photo? La photo, c'est la même chose. Vous voulez... Ben, ça prend pas de place. C'est Un appareil. oui, non. Juste un appareil numérique. Ouais, Vous n'avez même pas besoin de développer les photos. Elles sont là sur le disque dur. oui. Ça prend pas de place. Pourquoi vous recommencez? Les photos, j'ai fait développer en argentique, j'en avais beaucoup. Oui. Et ça a été la même chose que Ouais, je lui. sais bien, C'est parti mais- en même temps. Vous, Ouais. vous referez Eh pas, oui. vous referez pas les mêmes erreurs. Non. Mais c'est pour ça que je me dis, bon, si je fais quelque chose, si c'est après obligé de m'en séparer, non, c'est pas la peine. 小凯旋门，卢浮宫的前面的小凯旋门。 Un chasseur d'idées, accompagné de son chien, arpente son chemin. Le chant des oiseaux adoucit le gibier dans la forêt. Des arbres dansent et les feuilles applaudissent, faisant fuir les animaux dans la brume. Un silence désarmant. Le souffle coupé, il ne bouge plus, mais sa truffe reste encore fraîche, le regard songeur. Nicolas est quelqu'un de très touchant, mais qui a dû arrêter la poésie, parce qu'à un moment donné, c'est devenu trop dangereux pour lui. Et en effet, je peux comprendre ça. Quand un homme n'a aucun garde-fou, quand il n'a pas de métier, quand il n'a pas de toit, quand il n'a pas de femme, quand il n'a pas d'enfant, la poésie, ça peut être dangereux. Et on a vu beaucoup de poètes, surtout à cette époque-là, fin 19e, qui ont très mal fini. Ce qui s'est passé entre 1900 et avec, comme vous me dites, avec les anarchistes ou les Hitler, ou ce qui s'est passé dans toutes les années suivantes, moi je connais pas. Hein. Tout ça, je veux pas. Hein. Pourquoi vous voulez pas? Moi je préfère être plutôt avec des livres ou être comme il m'est arrivé, être dans la nature et aller à ma poésie, tout ce qui est information ou télévision ou les choses qui viennent après, bien que les écritures ont été faites, je prends pas, moi, je m'en occupe pas. Ça paraît incroyable aux gens qui prennent la poésie comme un divertissement, mais Nicolas, ça pouvait être dangereux pour lui. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a un mois, j'ai voulu lui offrir un recueil de poésie, une anthologie. Nicolas n'en a pas voulu. Parce que il a eu cette réaction un peu comme un ancien junkie qui pourrait même pas goûter un vin, une goutte de vin, de peur de retomber dans cette dépendance. Nicolas est quelqu'un de charmant et qui a beaucoup d'empathie pour les autres. Et ça, c'est la plus belle des qualités pour moi. Le jardin des Tuileries, j'y suis passé parce que c'est à proximité, il y avait les gens qui me dépannaient pour entreposer mes livres, donc il y avait le jardin qui était à côté, ou même celui du Palais Royal. Plutôt que d'aller dans un petit jardin de quartier. Tuileries, il y a du passage, c'est touristique. Il y a quelques animations, des festivals l'été qui passent. J'en ai trouvé un qui me semble être un maillot perdu entre
entre Baudelaire et Rimbaud. Ah. Il a publié dans les années 1850. Il est mort en 1866 ou 68. Et il s'appelle Étienne Égis. Il était suisse. Et alors, personne ne le connaît, personne de chez 1, 2, 8, 12, 14. Regardez ça. Je n'avais pour tout bien qu'une pipe allemande, les 2 faustes du Grand Goethe, un pantalon d'été, 2 pistolets rayés non sujettement, une harpe légère, et puis la liberté. Admettons, je vais dans les librairies ou sur les marchés et j'achète des livres. Bon, je commence à m'installer. À partir de quelques mois, ça va être bon, c'est plus possible ou autre. Où je vais mettre les livres. Je retrouve un autre endroit pour les entreposer. Ah, dans les jardins, je les dépose le soir en rentrant ou aussi. Bon, après terminé, je suis obligé de me séparer de tout. Donc, à quoi ça sert? Bon, avant j'avais la possibilité, quand j'entreposais mes livres, un endroit où je pouvais lire la journée ou quand je voulais. Bon, ça allait, bon, j'avais toujours la poésie. Bon, acheter un livre par exemple et l'entreposer et après acheter un autre. Et après, au bout de plusieurs années, comme quoi, admettons 10 ans, je vais essayer de me rappeler le premier livre que j'ai acheté à l'endroit où j'ai déposé il y a 10 ans. C'est plus mieux comme dans la situation où vous êtes, vous avez un logement pour entreposer vos livres, vous pouvez lire quand vous voulez, il n'y a pas de problème à l'extérieur. Il n'y a pas photo, je veux dire, moi j'ai un logement, Ouais. j'ai une femme, j'ai des enfants, je veux dire, j'ai une sécurité que vous n'avez pas. Ouais. Et j'ai aussi les moyens financiers. Alors en ce qui concerne quand vous achetez les livres, j'ai remarqué que vous regardez sur la couverture l'édition, les dates, bon, ouais. Et moi j'achetais les livres, bon j'ai acheté des anciens et beaucoup, et aussi un peu de moderne. Mais j'achetais, bon, la date, oui, d'accord, avec l'édition, bon, comme si, mais vu comme vous parlez de financier, je prenais, bon, ce que je pouvait. Voilà, mais même, vous avez réussi à trouver des belles choses. Oui, oui. Je regardais pas les dates approximativement, bon, c'est-à-dire, il faut ce livre de telle date, avec ces pages comme ci ou comme ça, du papier glacé ou autre, non, bon, je prenais comme ça, hein. Mais je crois savoir qu'il y a une partie de votre bibliothèque qui m'a échappé. Parce que la directrice de la Croix-Rouge, elle m'a dit qu'il y avait un libraire qui était venu l'aider pour faire un premier choix et qu'il avait pris des choses pour lui. Quelqu'un qui travaille sur les quais. Oui. C'est une personne qui me dépannait d'un grenier. Ouais. Et il me gardait les livres que j'en proposais le soir et la journée, je faisais le ménage. Mais les gens qui me faisaient ce service, ils ont été avec des raisons personnelles, obligés de quitter leur logement et les huissiers devaient venir. Donc moi ce que j'ai fait avant qu'ils arrivent, je pensais que j'avais fait appel à un libraire auquel j'avais acheté les livres sur un marché. Et il est venu avec son véhicule, il a pris tous les livres. Il y avait beaucoup mis dans des sacs. Il y avait une cinquantaine, avec ce qu'il y avait même à l'intérieur, ça faisait à peu près 5-6 ans que je faisais ça. Et lui, le libraire, il a pris ce qui l'intéressait. Oui, bah évidemment, il a pris les plus belles pièces. Il m'a rendu un quart. Mais avec ce qu'il y avait à la Croix-Rouge, c'était rien à côté. Hein. Ah oui, mais qu'est-ce qu'il a fait avec ces livres? Ah bah les livres, après... Lui, il va les vendre après. Oui, je pouvais pas trouver d'autre solution. Oui, mais il vous a donné de l'argent? Non. Comment ça? Non. Il vous prend vos livres? Oui. Il les vend? Et il garde tout le bénéfice? Je peux pas faire autrement, ouais. Et pourquoi? Fallait lui vendre. Ça s'est pas fait comme ça, ouais. Il travaille où ce monsieur là, que j'allais lui dire 2 mots là? Lequel? Ce libraire. Ah, il y en a, ils sont morts. Ah, et comme ça ils sont morts? Vous les avez supprimés? Oui,
Non, non. Le vieux monsieur suit le symbole, qui voyage avec sa montgolfière en maison. Jardin, grenier, une nature qui inspire les livres, un voyageur immobile, le dessin et le graphisme de l'écriture, une oasis au milieu de la ville. Cet édifice construit dans une prochaine vie. Et est-ce qu'il y a des poètes de leur vivant, mais quand les livres ont été faits après leur mort? Bien sûr. Mais plein. pas de leur vivant. Il y en a plein. Ou de leur vivant, où a été leur poésie alors à ce moment-là? Qui a eu l'idée de... En général, c'est... souvent, c'est pas la famille. Livre. Parce que les familles, en général, elles sont plutôt hostiles ou ça les intéresse pas. Ça a plutôt été, en général, des proches, des amis, qui défendaient et qui ont réuni les manuscrits et ont publié après la mort de la personne. Comme les poèmes que j'ai écrits, ou que certains se sont envolés, quoi, je pourrais appeler ça. Et elles ont été attrapées par les oiseaux, non, et bon, ça a été après se poser tranquillement sur un endroit où que bon, ça a été trouvé. Comme les archéologues qui ils font des fouilles. Et bon, ils étudient d'où vient, de quelle année, ou des recherches, oui. Sauf que le papier, ça se conserve beaucoup moins que la poterie. Voilà. C'est un exemple. Hein.